Ce soir, je vous ouvre les portes d'une toute nouvelle histoire maléfique. Cependant, cette dernière a bel et bien existé. Ce nouveau format vous permettra de découvrir ou de redécouvrir des faits réels qui ont parfois défrayé la chronique. L'histoire prend place en Caroline du Sud. Il s'agit d'un homme au passé tumultueux, rempli de noirceur, qui a laissé derrière lui de nombreux morts. Tout commence le 7 mars 1971 dans l'État de Floride avec la naissance de Todd Christopher Kohlhepp. Né dans un foyer où l'amour s'est enfui, ses parents vont divorcer lorsqu'il aura 2 ans. Cependant, sa mère, Regina, se remariera l'année suivante et l'emmènera avec elle en Géorgie pour y commencer une toute nouvelle vie. Todd ne s'entend pas avec son beau-père et dès l'âge de 15 mois, il montrera un caractère compliqué et violent envers les autres. Les premiers problèmes arrivent très tôt. Dès ses premières années de maternelle, il va se mettre à frapper les autres enfants et détruira leurs projets scolaires à la moindre occasion. Jeune enfant, il deviendra très vite hors de contrôle pour ses proches, déclarant un besoin de pouvoir et de domination sur les autres, dont les adultes. Souffrant de crises de colère explosives, il martyrisera Regina. D'ailleurs, elle l'avouera plus tard lors d'une interview que si elle faisait quelque chose qui allait à l'encontre des envies de son fils, sans surprise, il se vengeait toujours. C'est ainsi qu'il a commencé par boucher la baignoire avec les serviettes de la commode de la chambre et a inondé la maison après que sa mère lui ait refusé une sortie. Il a également jeté un bidon d'eau de javel dans le bocal de son poisson rouge lorsque Regina et son second mari ont refusé de lui offrir un hamster. Todd devenait ingérable et il fut très vite pris en thérapie par un psychologue. À 9 ans, il dépasse une limite. Il tire sur un chien avec une arme à feu car ce dernier l'aurait juste énervé avec ses aboiements. Sa mère décidera de l'envoyer en hôpital psychiatrique où il y passera 3 mois et demi avant de ressortir. Le manque de son père biologique se fait de plus en plus fort. Et c'est à l'âge de 12 ans qu'il commence à vouloir partir en Arizona pour vivre à ses côtés. Regina refuse une fois de plus. De nouveau en proie à la colère, il décide un matin de menacer sa mère. S'il faut que je te tue, tant pis, mais j'irai le voir. Regina partira au travail avec la peur au ventre. Mais à ce moment-là, elle ignore encore ce que Todd est prêt à faire. C'est le soir, en rentrant, qu'elle découvrira que son fils a pris un marteau à griffes et s'est vengé en massacrant tous les nouveaux meubles de sa chambre. Pour la mère et le beau-père, c'en est trop. Ils le laisseront enfin partir vivre avec son père. Dans son cœur, Regina gardera l'espoir que la présence de son père apaisera enfin Todd. Mais elle se trompe lourdement. Loin de s'assagir, Todd va laisser libre cours à sa fureur. C'est dans la ville de Tempe, en Arizona, que l'adolescent va continuer sa longue chute vers l'horreur.
Il s'amusera à tyranniser tous ceux qui le côtoient, notamment le fils de son voisin, à peine plus jeune que lui. Un jour où Todd est une fois de plus irrité pour une broutille, il enfermera le garçon dans une cage pour chien et le fera rouler jusqu'à ce que ce dernier se mette à pleurer. Le voisin interviendra pour sauver son fils, mais il expliquera plus tard s'être retrouvé devant un diable enchaîné. Todd se mettra à rire avant de se frapper la tête contre un tuyau d'acier devant les yeux effarés du voisin et de son fils. À l'âge de 15 ans, le 25 novembre 1986, il commet son premier crime. Alors qu'il rôdait une fois de plus dans le quartier, il va jeter son dévolu sur une voisine et camarade de classe de 14 ans. Il l'attirera hors de chez elle sous un prétexte futile, mais lorsqu'elle sera dans l'allée, il pointera une arme à feu sur sa tempe, la forçant à le suivre jusqu'à son propre domicile. Une fois sur place, Todd l'enfermera dans sa chambre. Il lui attachera les mains avec une corde et la bâillonnera grâce à un ruban adhésif. Alors qu'elle est sans défense, Todd déposera un couteau bien en évidence à côté d'elle pour lui montrer qu'il est le seul maître du jeu et finira par abuser de la jeune adolescente. Quelques heures plus tard, contre toute attente, Todd la raccompagnera chez elle et retournera dans sa maison attendre les autorités. Elle portera plainte aussitôt et lorsque les policiers sonneront à la porte de Todd, il leur ouvrira avec un fusil dans les mains. Il posera alors 2 questions à l'officier devant lui. Qu'est-ce qu'il va m'arriver? Combien de temps vais-je rester enfermé? Puis il suivra la police sans aucune résistance. C'est en 1987 qu'il plaidera coupable pour enlèvement et séquestration. Alors jugé comme un adulte, il acceptera un compromis avec la justice, un plaider coupable, si l'abus sexuel n'est pas retenu contre lui. Il sera alors incarcéré pour 14 ans de prison et son nom sera noté sur la liste des délinquants sexuels aux États-Unis. Durant toute la période de sa réclusion, il n'aura jamais aucune visite de son père, de sa mère ou de son beau-père. Alors âgé de 30 ans le jour de sa libération, il semble avoir pris la mesure de ses fautes. Adolescent perdu, c'est un homme diplômé à présent, qui ressort de la prison d'État. Il quitte l'Arizona avec un diplôme d'informatique en poche et il trouve un emploi de graphiste dans une petite entreprise de Spartanburg, en Caroline du Sud. Il semble aller mieux et souhaite améliorer sa vie. Il va prendre des cours du soir et intégrer par la suite l'USC, l'Université de Caroline du Sud. Élève assidu, il décroche en 2003 un master en sciences de gestion commerciale. Tout semble enfin lui réussir. Mais ce n'est que le haut de l'iceberg. Le 6 novembre 2003, il entre dans un magasin de moto avec une idée en tête: s'offrir un engin rutilant pour prendre la route. L'achat ne se passe pas du tout comme prévu. Il ne sait pas conduire et ne tient pas correctement sur la moto qu'il vient de s'offrir. Il en parle au vendeur présent ce soir-là dans la boutique et demande un remboursement instantané. Mais il refuse et se moque de lui et de sa maladresse. Vexé, Todd sent la fureur monter. Il va faire semblant de sortir du magasin, mais fait demi-tour et sort une arme. Il tire sur le mécanicien, le tuant sur le coup. Il va faire le tour des lieux et va assassiner 3 autres employés présents à ce moment-là. Puis, il va prendre la fuite. Ces meurtres resteront non élucidés pendant près de 15 ans, sous le nom du meurtre du Superbike Motorsport
de Chesney. N'étant pas inquiété le moins du monde dans cette affaire, Todd se sent pousser des ailes et va quitter son emploi de graphiste pour ouvrir sa propre boîte, TKA Real Estate. Il profite pleinement de sa vie, passe un brevet de pilotage, achète de nombreuses maisons par le biais de son agence de courtier qui compte à présent 9 agents sous ses ordres. Colérique et toujours imprévisible, il s'efforce de faire bonne figure aux yeux de la société. Mais sa violence va le rattraper. Courant 2015, Todd engage un couple pour l'entretien de ses propriétés. Megan et Johnny Coxey. Tout a l'air de bien se passer entre eux. Johnny travaille bien et Todd le rémunère correctement. Cependant, une dispute va éclater entre les deux hommes. Alors que les éclats de voix résonnent, Todd sort un Glock calibre 40 et tire sur son employé. Megan, témoin de la scène, est à son tour poursuivie par Todd qui va la rattraper et l'enfermer dans un container situé sur son terrain pendant quelques jours. Ne sachant pas quoi faire face à cette situation, Todd finit par l'abattre et enterrera les deux corps directement dans le jardin d'une de ses propriétés. Cette fois-ci encore, il n'est pas soupçonné lors de l'enquête de la disparition du couple. Moins d'un an plus tard, il va engager un nouveau couple, Kala Brown et Charles Carver. Kala va travailler les 5 premières fois pour Todd sans aucun problème apparent. Mais un matin, il lui demande si elle peut venir vider et nettoyer le garage d'une de ses maisons, isolée de tout. Elle accepte avec plaisir et demande si son petit ami peut l'aider pour gagner du temps. Todd accepte à son tour et les récupère tous deux à Alberson. Il les conduit dans une maison reculée et à peine franchi la porte du garage, Todd tire 3 coups de pistolet dans la poitrine de Charlie. Il tombe sur le sol, mort sur le coup. Kala est paralysée par la peur, et ce qui va suivre va ouvrir les portes de l'enfer pour la jeune femme. Alors qu'elle observe tétanisé son fiancé sur le sol, Todd va passer à marche avec elle. Soit elle reste avec lui, obéissante et silencieuse, soit elle rejoint Charlie, ici et maintenant. Elle va accepter de jouer le jeu en espérant être vite retrouvée. Mais Todd avait malheureusement tout prévu. Il va prendre possession du téléphone portable de Charlie et va laisser de nombreux messages sur Facebook pour faire passer cette disparition comme une disparition volontaire, dans l'intention de ralentir, voire de stopper les recherches des autorités. Il en profitera pour enfermer et enchaîner Kala dans un grand conteneur en acier vert, abusant d'elle à de nombreuses reprises. Il la maintiendra en vie en lui offrant le minimum de nourriture et d'eau durant près de 2 mois. Le 3 novembre 2016, le shérif Chuck Wright, après avoir été informé de bruits suspects s'échappant du conteneur, en ouvrira les portes avec l'une de ses équipes. Ce qu'il a sous les yeux est digne d'un film d'horreur. Kala est enchaînée par le cou, bâillonnée, amaigrie et apeurée. Ainsi, la captivité de la jeune femme prend fin, et c'est le début d'une longue enquête pour la police. Lors de l'enquête concernant la séquestration de Kala et le meurtre de Charlie, Todd Kohlhepp va révéler être l'auteur de nombreux meurtres. Il indiquera au shérif en charge de l'affaire l'endroit exact où sont enterrés les corps de Megan et Johnny Coxey. Mais il ne s'arrêtera pas là. Il va également tout avouer sur l'affaire non résolue du Superbike Motorsport et donnera des indications que seul le tueur pouvait connaître. Durant l'enquête, il sera pointé du doigt qu'en plus d'être un homme pervers et colérique, il était persuadé de ne jamais être arrêté.
Pour preuve, de nombreux messages laissés ici et là sur la toile. Il avait d'ailleurs pris un plaisir certain à laisser des critiques sur le site Amazon, qui lui avait valu par la suite le nom de Amazon Review Kyler. Il avait écrit par exemple sur un cadenas marche très bien. Surtout lorsque quelqu'un répond, vous pouvez y aller à l'ancienne et le mettre dans une chaussette pour le frapper. Il n'aimera pas l'acier trempé autant que vous. En dessous d'une tronçonneuse, marche extrêmement bien. Faire en sorte que le voisin reste immobile pendant que vous le poursuivez est déjà assez difficile, sans avoir une tronçonneuse facile à utiliser. Ou encore après l'achat d'une pelle télescopique. Gardez-la dans le coffre de votre voiture si vous avez à cacher des corps et que vous avez oublié votre grande pelle à la maison. Lors de son procès en 2017, il comparaîtra alors pour le fait de 7 meurtres, détention illégale d'armes à feu, séquestration et abus sexuels. Son passé de délinquant sexuel ressortira également, ainsi que ses différents profils psychologiques établis par les psychologues qui l'ont côtoyé à différents stades de sa vie. Todd acceptera de plaider coupable pour tous les chefs d'accusation et sera condamné à l'emprisonnement à perpétuité. À ce jour, il est toujours détenu en prison, mais il aurait annoncé au FBI être l'auteur de 2 autres meurtres dont les corps auraient été laissés au bord de l'autoroute 26 près de Spartanburg. Que pourrions-nous dire de cet homme? Dès sa plus tendre enfance, Todd aura montré son côté colérique et écrasant face aux autres. Est-ce que cela vient de l'incapacité de sa mère à poser des limites? Est-ce le divorce de ses parents à l'âge de 2 ans qui l'aurait traumatisé? Est-ce tout simplement ancré dans sa génétique? Personne ne peut répondre avec exactitude à ces questions, même pas Todd. Une chose reste certaine à ce jour, c'est que de nombreux indices auraient pu alerter bien plus vite les autorités. Qu'en pensez-vous? Je vous laisse à présent et je vous invite à liker, commenter ou partager cette histoire si elle vous a plu. Je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous, restez sur vos gardes et n'oubliez pas, la vie est parfois bien plus maléfique que les histoires.